Bonjour à tous les étudiants du cours de langue et civilisation méroïtique et bienvenue aux autres visiteurs. Aujourd'hui, je me propose de reprendre pour vous en français, tout en gardant le PowerPoint d'origine en anglais, la communication que j'ai donnée au 10e congrès des études méroïtiques à Prague il y a 4 ans. C'est une communication importante. Malheureusement, pour différentes raisons, je n'ai jamais eu le temps de la publier jusqu'ici. C'est quelque chose que je ferai, mais en attendant, vous en aurez une trace. Cette communication s'appelait le Sistre d'Arné Ramani, nouveau regard sur l'apparition de l'écriture méroïtique. Un des problèmes que rencontrent les historiens de Méroé, c'est l'absence de date fixe pour établir la chronologie du royaume. Nous allons voir que la paléographie, c'est-à-dire l'étude de l'évolution des signes, peut permettre d'aider les historiens en établissant des repères chronologiques. Très peu de dates absolues, 5 en tout, existent pour le royaume de Méroé. Et donc la première est celle du fondateur du royaume lui-même, Archamani Ier, que les Grecs appellent Hercamenès, et qui était un contemporain de Ptolémée II, ce qui place son règne quelque part entre 284 et 246 avant Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on fait commencer le royaume de Méroé, puisqu'Archamani est le premier à avoir établi sa sépulture à Méroé. On parle donc d'un début vers 280-270 avant Jésus-Christ. La deuxième date fixe que nous avons, c'est celle d'un roi dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, Arné Ramani, et dont on sait qu'il était un contemporain de la fin du règne de Ptolémée III et du début du règne de Ptolémée IV, ce qui place le règne d'Arné Ramani en gros entre 240 et disons 215 avant Jésus-Christ. Le deuxième point fixe que nous avons, le troisième point fixe que nous avons, c'est la rébellion de la Thébaïde. Donc la région de Thèbes, en Haute-Égypte, c'est un moment révolté contre le pouvoir des Ptolémées et établit un royaume indépendant en mettant à sa tête un pharaon local. Et ceci a duré donc de 205 à 186 avant Jésus-Christ. Nous savons qu'à ce moment-là, le royaume thébain a libéré la basse Nubie qui avait été occupée par les Ptolémées à l'intention donc des Méroïtes qui y ont établi des temples. Ceux qui sont les rois qui ont entrepris donc la construction de ces temples sont d'une part Archamani II et son successeur Adikradadamani. Donc nous savons que leur règne se place durant cette rébellion de la Thébaïde. Alors, beaucoup plus tard, nous avons à nouveau une date fixe pour le règne de Téritékas et de la reine Amanirenas, qui est probablement sa mère. Donc, il régnait durant la guerre entre l'Égypte romaine et les Méroïtes. Cette guerre a duré de 25 à 21 avant Jésus-Christ et permet donc de placer le règne notamment de la Candace Amanirenas. Enfin, beaucoup plus tard, le roi Téchoridé Amani est un contemporain de l'empereur romain Trébonius Gallus. En effet, il a fait inscrire sur un des temples de Philée un graffito à son nom, et le prêtre qui a inscrit le graffito a ajouté la date régnale de l'empereur. Donc nous avons l'équivalence entre l'an 3 de Téchoridé Amani et l'année 253 après Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement léger, 5 dates fixes pour l'ensemble de royaumes pour à peu près 550 ans. Alors venons-en donc à l'utilisation de la paléographie, qui est donc l'évolution des signes au fur et à mesure des âges. Alors il faut dire que pour l'homéroïtique, nous disposons ici d'un outil particulièrement efficace, ce qui n'est pas le cas pour toutes les écritures. L'écriture méroïtique est en effet très standardisée. Il semble que
les scribes étaient formés à partir des directives de la cour royale, puisqu'on a très très peu de différences locales et que les évolutions qui se font jour dans la partie centrale se reflètent très très vite sur l'ensemble du royaume. Donc nous avons ici une évolution qui est régulière, qui est générale dans l'ensemble du royaume et qui est bien marquée. Donc la paléographie est quelque chose ici de suffisamment précis pour que je puisse me targuer de dater les inscriptions à peu près 35 plus ou moins années, ce qui est dans certains cas meilleur que le carbone 14. Mais encore faut-il avoir des inscriptions. Donc en 2007, j'ai publié un ensemble de tables paléographiques qui pour l'instant font encore référence mais qu'il va falloir mettre à jour. Et j'ai repris pour cela donc les dénominations qu'avait données Griffiths, c'est-à-dire archaïque, transitionnel et late, c'est-à-dire tardif. Alors nous allons nous occuper aujourd'hui surtout de la période archaïque. Donc pour Griffith, c'est une seule période. Je l'ai divisé moi en deux périodes, l'archaïque A et archaïque B. L'archaïque A, nous sommes, je vous le rappelle, ici sur mon ouvrage de 2007, et les choses ont changé depuis, nous en parlerons. Donc l'archaïque A correspondait à la première moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ, et l'archaïque B à la fin de ce siècle. Ah, je vois que j'ai fait une petite erreur, j'ai mis AD au lieu de BC. Hein. Non, c'est BC, bien sûr. Alors tout cela partait de trois postulats. Le premier est qu'il n'y a pas d'inscription méroïtique durant les règnes d'Arnéhamani, de son fils Archamani II et de son successeur Adir-Halamani. Et nous avons vu qu'ils peuvent être datés de manière sûre entre 240 et 180 avant Jésus-Christ. Donc pas d'apparition de l'écriture méroïtique à cette époque ou avant. Deuxième postulat, les premières inscriptions en contexte royal se trouvent dans la chapelle de la pyramide de la reine Nairko, celle qu'on attribuait précédemment à la reine Chanakdarété, ce qui est faux. Chanakdarété n'est probablement qu'un autre nom de la reine Amanichareto au tournant du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Donc, dans la chapelle de la reine Nairko, en Bejraouia Nord 11, nous avons quelques inscriptions, 4 en tout. Hein, elles correspondent à celles qui sont enregistrées sous le répertoire d'épigraphie méroïtique 52, 53, 54 et 804. Troisième postulat, donc le règne du roi Tanéide Amani qui clôt la période archaïque. Vous pouvez voir qu'effectivement que la colonne qui se trouve le plus à droite correspond à sa stèle du Djebel Barkal, qui est probablement à la fin de son règne. Alors le règne donc du roi Tanéide Amani a été fixé par le grand historien de Méroé, Laszlo Török, donc dans un ouvrage paru en 1998. À la fin du deuxième siècle et au début du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en gros entre 120 et 90 avant Jésus-Christ. Donc tout cela correspond aux conceptions que je pouvais avoir il y a donc un peu plus d'une dizaine d'années. Pour résumer les choses, cette chronologie ancienne donne donc un règne de la reine Nairko et du roi Tanéide Amani comme correspondant à l'archaïque B, et pour l'archaïque A, auparavant, c'est quelque chose qui se place après forcément le règne d'Adir-Halamani, et donc au début du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà, je reconstruis finalement quelque chose comme Amani Tirhala. Et le fait que Amani apparaisse ici au début correspond tout simplement à ce qu'on appelle l'antéposition honorifique, c'est-à-dire la mise en valeur au début d'un cartouche, aussi bien en égyptien qu'en méroïtique, du nom d'un dieu.
Et donc je pense que cela correspond au nom d'Adi Khalamani. C'est le seul à cette époque qui puisse comporter ce IHL dans son nom en méroïtique. Et dans ce cas-là, la reine Nairko, qui est la mère de Tanei Damani, était l'épouse d'Adi Khalamani. Et elle doit donc être placée assez haut, aux alentours de 180. Nous avons déjà vu que le règne d'Adi Khalamani peut être placé par rapport à la rébellion thébaine. Et cette date haute était finalement celle qui avait été suggérée par Inse avant d'être ramenée plusieurs décennies plus tard par Turek. Donc voici le schéma que je propose pour la famille de Tanei Damani. Donc le roi Adir Halamani épouse la reine Nairko. Ils ont deux enfants. À la mort d'Adir Halamani, c'est le grand frère Tabirko qui monte sur le trône. Il règne très peu de temps, il a une pyramide petite et qui n'est pas vraiment achevée. Et c'est donc son petit frère, Tanei Damani, qui prend le pouvoir avec l'aide de la reine-mère, Nairko, euh, qui va décéder quelque temps après. Et Tanei Damani lui fera construire un témoignage de piété filiale absolument extraordinaire, la plus grande pyramide de l'ensemble du cimetière de Méroé, du cimetière royal de Méroé. Alors, un deuxième élément qui est venu un petit peu troubler mes conceptions anciennes est ce petit morceau de grès. En 2003, on m'a demandé donc d'étudier les quelques graffitis et inscriptions qui avaient été trouvés donc en méroïtique, qui avaient été trouvés dans les fouilles de Doukigel. Donc Doukigel, c'est la partie de la ville de Kerma qui a été amplement construite sous la 18e et 19e dynastie, et ensuite sous le royaume de Napata et de Meroë. Donc il s'agissait de quelques inscriptions, et celle-ci était très particulière. Alors vous voyez qu'il s'agit d'une sorte de médaillon qui comporte une inscription qui n'est pas un graffito, c'est en fait quelque chose qui a été taillé, qui a été gravé au burin par un professionnel, clairement. Alors, il vaut mieux ici regarder le facsimilé de Marc Bondy sur la droite. On y voit donc une sorte de tige, au bout de laquelle se trouve la figure d'un scarabée, qui est reconnaissable à son mantelet. Le scarabée lui-même tend des bras humains en avant, qui enserrent le signe rond percé qui représente en égyptien le soleil. Donc il s'agit d'un rébus qui peut se lire. Le scarabée, c'est repère. Les bras, les deux bras, c'est le symbole de l'âme, c'est K. Et enfin, nous avons le nom du dieu soleil, Ré. Donc repère carré, ce qui pourrait se traduire par Ré est une âme en devenir, est un nom de couronnement assez fréquent. Mais à l'époque qui nous intéresse, il n'a pas été porté par beaucoup de souverains. En fait, il y a entre le règne de Malawi Amani, qui date du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, et le règne de la reine Amani-Chareto au début de l'ère chrétienne, eh bien, il n'y en a qu'un seul, et c'est Arnechamani, donc dans la deuxième moitié du 3e siècle avant Jésus-Christ. Or, il correspond à une époque que l'on considérait comme n'utilisant pas encore l'écriture méroïtique. Donc, que penser de cela? Eh bien, on pourrait penser par exemple que l'inscription a été ajoutée par la suite à quelque chose qui comprenait effectivement le nom répercaré, nom de couronnement d'Arnechamani. Mais il y a quand même quelques détails qui montrent que cette inscription est d'une antiquité assez considérable hein, par rapport au reste de l'écriture cursive méroïtique. On m'a demandé récemment de reprendre cette étude avec d'autres inscriptions pour la publication par Charles Bonnet et Dominique Valbel des temples de Doukigel. La partie donc des temples de Doukigel qui a suivi la colonisation égyptienne. Eh bien, j'avais donc lu ceci dans un premier temps, et puis en regardant mieux, je me suis aperçu que
ce n'était pas tenable. On a un et ailleurs dans la deuxième inscription sur la gauche, et il ne correspond pas du tout à ce signe très long. Eh bien, ces deux signes, c'est une écriture démotique locale qui transcrit le nom d'Amon. Donc il s'agit ici, nous avons de la cursive méroïtique qui est mélangée avec l'ancêtre de la cursive méroïtique, qui est le démotique de couche. Donc nous avons d'assez fortes raisons de penser que à la fois le rébus et l'inscription sont contemporains, ce qui laisserait supposer qu'il existait à l'époque d'Arné Ramani déjà la cursive méroïtique. Enfin, un troisième élément encore plus troublant est venu lorsque, en 2015, si je ne m'abuse, euh, Pavel Wolf, le directeur de l'époque du grand site allemand de Moussawarat, m'a adressé donc cette photo d'un graffito pour la publication générale des graffitis de Moussawarat, qui est sous ma responsabilité. Donc il s'agit d'un graffito qui provient de la grande enceinte de Moussawarat. Moussawarat est un immense centre religieux qui se trouve donc à peu près une petite centaine de kilomètres au sud de Méroé, dans la savane, et qui comprend donc un certain nombre de temples, un grand temple dit temple du lion ou temple d'Apédémaque, qui justement a été construit par un Ramani, et puis un dédale de couloirs, de chapelles, de grands murs qu'on appelle la grande enceinte. Eh bien, c'est de la grande enceinte, qui est couverte de graffitis, que provient ce graffito particulièrement intéressant. Donc il présente aussi des choses, des formes qui sont extrêmement archaïques, et surtout, il provient d'une strate archéologique qui est datée du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc Pavel Wolf, le directeur de l'époque, m'écrivait que ce graffito, Moussawarat 49, doit précéder ou être contemporain de la période de construction 6C que Priese et Hinze, c'est-à-dire les fondateurs de la mission archéologique allemande, ont attribué à Arne Ramani. Donc dans ce cas-là, l'écriture méroïtique cursive existait déjà sous le règne d'Arne Ramani. Voilà, j'en étais là en 2015 quand est apparu quelque chose d'absolument étonnant. Il s'agissait donc du sistre d'Arne Ramani. Ce sistre est donc apparu sur le marché des antiquités dans une galerie bruxelloise et on m'a transmis des photos pour l'expertiser. Donc j'étais assez étonné. C'est un objet absolument magnifique, comme vous allez le voir, mais dont malheureusement on ignore la provenance. Voici donc les images de ce sistre. C'est tout ce qui nous en reste pour l'instant, puisque le sistre a été mis en vente à un prix très bas d'ailleurs, de 72 000 euros. Vous allez voir la valeur historique de cet objet est vraiment considérable. Et il a été acheté avant même que qui que ce soit puisse réagir, et il a disparu. Pour ma part, je ne l'ai, moi, contrairement à ce que certains proposent, je ne l'ai jamais vu. Et j'ai donc, heureusement, ces photos à partir desquelles j'ai pu travailler. Donc vous voyez que c'est un très bel objet. Donc un sistre est un instrument de musique à percussion. Il est composé, vous le voyez, d'une sorte d'arceau qui est fixé donc sur une base ronde qui représente la tête de la déesse Hathor. La déesse Hathor est la déesse de la joie, de l'amour et de la musique. Donc sur cet arceau a été fixé ont été fixées trois barres, et on peut en avoir plus que cela, qui elles-mêmes sur laquelle elle-même on a enfilé donc des petits disques de métal. Donc le tout possède un manche et lorsqu'on prend le sistre par le manche et qu'on l'agite, les disques de métal font du bruit, un bruit de crécelle. Et ce bruit est pour les Égyptiens associé au culte surtout de la déesse Isis.
Pour une bonne raison, le bruit est censé imiter le vent dans les roseaux. D'ailleurs, un sistre en égyptien s'appelle Séséchet. Vous voyez que cette répétition illustre bien le son qu'il doit produire. Selon la légende, Isis, poursuivi par Seth qui avait assassiné son mari Osiris, a élevé son fils Horus caché dans les fourrés de papyrus du nord de l'Égypte. Et c'est donc la référence à cette période de la vie de la déesse Isis que c'est à cette période que le sistre fait référence. Alors voici quelques détails. Vous voyez que c'est un très très bel objet qui très probablement a été restauré. C'est un objet qui ne peut pas venir d'une fouille de temple, par exemple. Les quelques sistres qui ont été retrouvés dans des fouilles de temple sont tellement corrodés qu'ils sont en morceaux. On possède généralement pas les disques, par exemple, souvent pas les tiges non plus, hein, et l'ensemble est irrécupérable. Ici, nous avons un objet, bon, qui est certes dans un métal noble, il est en bronze doré, hein, mais il faut supposer qu'il a été conservé dans un contexte clos, c'est-à-dire dans un contexte funéraire. Alors le problème, c'est qu'en fait, on ignore sa provenance. J'ai essayé d'avoir des informations, mais je n'en ai pas eu. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas été acheté, par exemple, par certains musées qui avaient un peu enquêté sur cet objet. Donc vous voyez ici la figure de la déesse Hathor avec ses oreilles de vache et deux types de perruques. Et au-dessus se trouve une petite statue de bélier couché qui comporte sur la tête un disque solaire. Il s'agit donc d'Amon-Rê de Napata, c'est-à-dire le dieu principal des Kushites. Sur le côté se trouve ce qui est systématique sur ce genre d'objet, deux cobras qui comportent la couronne de la Basse et de la Haute-Égypte. Voici encore un détail de ce sistre. Nous y voyons donc les deux cobras et nous voyons également que l'extrémité inférieure de l'arceau comprend la figure d'une déesse ou d'une femme qui joue elle-même d'ailleurs du sistre. Alors ce sistre n'est pas isolé, il en existe plusieurs dans les collections muséales du monde. Le plus beau étant celui conservé au Louvre et qui est le sistre de Enout-Taoui. Alors c'est un sistre de grande taille, comme celui d'Arné Ramani, hein. Tous ces sistres font entre 40 et 50 cm. Celui d'Arné Ramani fait 49 cm. La Enout-Taoui était donc une chanteuse d'Amon, et ce sistre probablement était réalisé entre la 21e et la 25e dynastie, c'est-à-dire en gros entre 1000 et 700 avant Jésus-Christ. Alors vous voyez qu'il est d'une facture superbe, supérieure à celle du sistre d'Arné Ramani, et que nous sommes ici dans une iconographie qui est extrêmement proche. Nous voyons les deux cobras, hein, sauf qu'ici ils portent la même couronne, et nous voyons la tête de la déesse Hathor. Un autre très beau sistre est celui qui est conservé à Boston, au Museum of Fine Arts, et qui lui est un petit peu plus tardif, datant d'une période entre la 26e et la 30e dynastie, c'est-à-dire en gros entre 600 et 300 avant Jésus-Christ. Vous voyez comme celui d'Arné Ramani, qu'il présente deux cobras avec des couleurs, avec des couronnes différentes, et une petite statue au-dessus que je n'arrive pas à voir très très bien. Peut-être s'agit-il d'un serpent. Alors tous ces sistres sont de provenance inconnue. On peut penser qu'effectivement ils viennent de contextes funéraires étant donné leur état de préservation. Heureusement, ceux de Boston et ceux du Louvre ont été acquis de manière totalement légale par le commerce des antiquités il y a longtemps, ce qui évidemment évite les problèmes de revendication.
Celui en revanche d'Arné Ramani, là euh, nous ignorons la provenance. Alors jetons un petit coup d'œil plus précis sur ce sistre d'Arné Ramani et voyons ce que comporte l'arceau. L'arceau donc nous montre deux cartouches. Le cartouche contenant à gauche le nom de naissance du roi Arné Ramani, qui est donc un nom améroïtique, et le nom de couronnement sur la droite, qui est donc un nom égyptien. Nous l'avons vu déjà, c'est le nom Répercaré. Donc, tout ceci est accompagné des titres habituels. Nous avons donc ici sur la droite l'inscription en égyptien Nesubiti Neptawi Répercaré, donc le roi de Haute et Basse Égypte, le seigneur des deux terres Répercaré. Et de l'autre côté, donc nous avons le nom de naissance, mais qui est méroïtique, mais qui est transcrit en caractère égyptien. Donc fils de Ré, Saharé, Nebraou, seigneur des couronnes, Imenrener, Meri Isset, Arné Ramani, Aimé d'Isis.